Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maria Paola Caicedo, la responsable du pôle d'innovation du sud de l'Europe pour le EIT Urban Mobility. Nous sommes une entreprise publique-privée qui s'occupe d'aider les villes en Europe dans sa transition vers la décarbonation. Ils ne peuvent pas les faire tout seuls. Il faut travailler avec les secteurs privés, les secteurs académiques, et donc accélérer des solutions innovantes qui répondent aux défis des villes. Et aujourd'hui, je partage cet étage avec trois de nos partenaires, avec des différents points de vue. D'abord, Monsieur Jean-Michel Genestier, c'est le conseiller délégué de la métropole du Grand Paris, en charge de la logistique, vice-président de Grand Paris Grand Est, bienvenue. Stell Sturzer, chef du pôle stratégie et partenariat de l'Agence d'innovation pour les transports du ministère des Transports. Bienvenue Estelle. Et Faris Goucha, vice-président Rail Industry de Capgemini. Bienvenue. Alors, nos villes en Europe aujourd'hui ont des objectifs très clairs à atteindre pour la décarbonation, le Fit for 55, les Green Deal. En revanche, les parcours pour y arriver, c'est pas très clair. Il y a différents chemins à parcourir, mais les ressources sont limitées, le temps, les budgets et même la patience des électeurs est limitée. On ne peut pas tout essayer. Et parfois, ça peut être difficile de savoir quel type de politique aura plus d'impact plus vite. Et c'est pour cela que dans notre activité de l'EIT Urban Mobility, on vient de sortir une étude qui s'appelle le coût et bénéfice de la transition vers une mobilité urbaine durable en Europe. Et dans cette étude, on a voulu étudier différents scénarios dans lesquels on mélange des politiques qui peuvent nous amener vers la décarbonation d'ici 2030-2050. Et on a analysé son impact au niveau des réductions d'émissions et au niveau financier aussi. On a essayé d'utiliser différentes typologies de villes européennes qui reflètent Europe 27. Alors, les premiers scénarios, on pourrait dire, c'est un peu les bâtons et la carotte. Donc, ces scénarios, c'est la carotte, encourager. Ça veut dire donner plus d'options, créer une ligne métro, piétonisation des rues, une offre ample des mobilités partagées, des options de mobilité partagée, des transports à la demande. Comme vous l'imaginez, c'est un scénario qui est cher, qui est très cher. Et en revanche, l'impact sur les émissions est faible. Après, le deuxième scénario, on pourrait dire, c'est plutôt le bâton, décourager. Ici, c'est plus restrictif, on applique des politiques où on restreint l'accès au centre-ville aux voitures, on implémente les zones à faible émission, des micro-hubs logistiques. Donc ici, dans les précédents scénarios, on donne des options et on donne l'alternative, le choix aux citoyens de changer la façon dans laquelle ils se déplacent, où elles se déplacent. Ici, dans le scénario 2, c'est le contraire. On guide la nouvelle façon de se déplacer. Ce scénario, c'est moins cher, beaucoup moins cher. L'impact est beaucoup plus important, mais l'acceptation des citoyens n'est pas très positive. Et puis, nous avons un troisième scénario, comme vous l'imaginez, c'est les mélanges des deux. Ici, ça devient plus restrictif au niveau d'utilisation de la voiture, mais on offre d'alternatives pertinentes pour les citoyens pour changer la façon dans laquelle ils se déplacent. Et c'est avec ce scénario-là qu'on arrive à atteindre, c'est le seul qui atteint les objectifs de décarbonation d'ici 2030 et d'ici 2050. Les coûts en investissement de ces scénarios, ça va au-delà des 1500 milliards d'euros, mais ce qui est positif, c'est qu'avec l'implémentation de tous ces types de politiques, on va faire des épargnes sur les externalités. Ça veut dire qu'on va dépenser moins d'argent à gérer l'accidentalité, tous les coûts de santé liés à la pollution, au bruit, à la contamination. Et ça fait qu'à la fin, on génère des économies de 1,5 fois les coûts d'investissement. Ça veut dire qu'il y a de lumière à la fin du tunnel. Donc, on a voulu faire une simulation sur une analyse des différentes politiques en isolation, les groupes de politiques pour les petites, moyennes et grandes villes. Ici, vous voyez l'efficacité de ces politiques d'ici 6 ans. Comme vous voyez, la plus importante au niveau d'impact, c'est la restriction accès aux zones urbaines. C'est très positif au niveau émissions. C'est même positif au niveau financier, mais on sait déjà
que c'est compliqué à implémenter à cause de l'acceptation du public. Et le reste des politiques commencent à avoir de l'impact, mais sont moyens. Si on regarde 20 ans après, 2050, ici, la restriction à l'accès en ville, mais aussi l'électrification, explose complètement, se multiplie par 5. C'est clair que même si l'électrification ne devient pas profitable, c'est la clé de la décarbonation et il faut y aller. Et le reste des politiques commence à avoir un impact significatif. Il y a des politiques profitables, d'autres ne le sont pas, mais les mélanges de toutes les politiques ensemble, c'est ce qui arrive à atteindre les objectifs à la fin. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, donc ici on vous partage un peu le résultat de cette étude, mais à la fin ça reste une étude, un exercice théorique de ce qui pourrait se passer si on prenait ce chemin. Et donc on a voulu partager une discussion avec 3 acteurs, les points de vue de la ville, la métropole du Grand Paris, les points de vue du secteur privé, Capgemini, et les points de vue plutôt transversales et nationales d'un côté du ministère du Transport, mais aussi de l'Agence d'innovation pour les transports, qui travaille avec tout le secteur privé en France. Et donc, on commence par Estelle. Bonjour. Bonjour Estelle. Donc, quand on voit tous ces types de politiques, bien sûr, il faut d'un côté implémenter des programmes au niveau national, mais aussi il faut faire des tests. On n'a pas les solutions pour déployer ce type de politique. On n'a pas toutes les solutions. Et il faut faire des essais, voir ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc peut-être, si tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui est fait, si on prend l'exemple de l'électrification, qu'est-ce qui est fait au niveau national, et puis qu'est-ce que l'agence fait plus concrètement dans cette collaboration publique-privée qui est clé pour le déploiement de ces politiques. Merci beaucoup pour cette question. Oui. Il faut bien tenir le micro. Donc, bonjour à tous, je suis Estelle Sturzer, je travaille au ministère des Transports à la DGITM. Donc, merci pour cette question sur la politique au niveau national de soutien à l'innovation pour les transports. Alors, je vais prendre un grand angle. L'État français investit massivement dans l'innovation et la compétitivité au travers d'une politique prioritaire du gouvernement qui s'appelle le programme France 2030 et dont vous avez tous entendu déjà parler. C'est un programme de 54 milliards d'euros qui investit massivement dans l'économie avec des objectifs de durabilité environnementale et sociale, bien sûr. Et l'idée dans le domaine des transports, c'est de financer la transformation du secteur automobile, du thermique vers l'électrique. Et aussi de mettre en place des gigafactories de production des batteries qui permettront de faire rouler les voitures électriques produites. Donc des milliards, littéralement, sont injectés dans ces gigafactories. Ce sont des projets extrêmement importants pour les territoires, pour leur reconversion, pour leur développement. Donc je ferme cette parenthèse nationale avec des méga chiffres et je me concentre maintenant sur l'Agence de l'innovation pour les transports. Donc c'est une organisation encore jeune puisque nous avons été créés à la demande du ministre des Transports fin 2021. Et notre souci, c'est vraiment de développer des solutions de mobilité basées sur des briques technologiques ou bien sur de nouveaux usages, et notamment des solutions de mobilité urbaine. Voilà. Et l'agence accompagne des projets dans le cadre de son programme Propulse. Ce programme soutient chaque année une vingtaine de lauréats. Il les met en visibilité au niveau national et européen grâce à l'EIT Urban Mobility. Comme nous sommes une administration, la moindre des choses, c'est qu'on les aide aussi à lever les verrous réglementaires, puisque la réglementation nous revient. Et nous les aidons aussi à lever des fonds. Donc voilà, le programme Propulse est vraiment très important. Il est en train d'évoluer avec une nouvelle offre de services territorialisée, donc à partir de janvier prochain. Et oui, donc je parlais au départ du soutien aux solutions de mobilité urbaine pour faire passer un message. La mobilité urbaine durable ne coûte pas forcément très cher. Il suffit parfois d'une solution adaptée pour optimiser les déplacements domicile-travail, pour
optimiser les flux logistiques dans un souci d'impact sur l'environnement et la société. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci Estelle. Alors, on va parler maintenant de la logistique. On voit ici que la logistique a un impact très positif, mais n'est pas rentable. Et en fait, si on pense, environ 40% de la congestion dans les villes aujourd'hui correspond à la logistique. Donc, c'est non négociable, il faut s'y attaquer. Donc peut-être, M. Genestier, si vous pouvez nous partager un peu qu'est-ce que vous êtes en train d'explorer ou tester du point de vue de la métropole de Grand Paris avec le secteur privé au niveau des solutions pour déployer des nouvelles politiques ou des nouvelles mesures qui vont décarboner la logistique. Bonjour, tout à l'heure vous nous avez proposé de passer de la théorie à la pratique. La métropole du Grand Paris, sous l'égide du président Patrick Ollier, a cet objectif de passer vraiment à la pratique. Nous avons entendu l'expression de l'État qui a des plans, a des organisations qui font que l'objectif c'est de pousser l'ensemble des populations à respecter de nouvelles normes qui s'appliquent petit à petit et qui vont faire qu'on va baisser l'impact carbone. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir appliquer les choses. La métropole du Grand Paris, quelques chiffres, c'est 7,2 millions d'habitants. Et puis, c'est une zone à faible émission qui a été mise en place par la loi Climat et Résilience il y a quelques années de cela et qui a concédé à la métropole de la mettre en place. Donc, nous mettons en place la zone à faible émission. Les critères 5 qui sont les plus polluants, les critères 4 aujourd'hui ne devraient plus circuler dans cette zone centrale qui fait environ 5,6 millions d'habitants, qui est l'intérieur de l'A86. Bon, je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde. C'est une zone centrale comprenant Paris et les communes juste autour. Eh bien, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner tout cela. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des enquêtes auprès des artisans et des commerçants. Parce que la logistique, comme vous l'avez indiqué, est pourvoyeuse de certaines pollutions, et notamment de mise en place d'un carbone dont on a du mal à se défaire. Donc l'objectif, c'est à l'origine réduire effectivement ces émissions de carbone. Donc les études montrent que effectivement il y a de grands acteurs. Ces grands acteurs ont une capacité d'investissement dans des véhicules qui sont dits propres aujourd'hui et qui génèrent finalement très peu de carbone ou pas du tout. Puis vous avez les artisans et les commerçants qui eux sont au quotidien et qui font vivre en fait le quotidien de chacun. On pense aux boulangers, on pense aux plombiers, aux électriciens, etc. Et ces activités-là ont moins en fait de capacité et de capital pour pouvoir remplacer en fait leurs véhicules. Donc nos interventions sont sur eux et j'étais encore hier avec certains d'entre eux pour discuter de comment faire pour mettre cette application là. Et donc c'est évidemment des aides financières qui permettent d'investir pour changer les véhicules, mais c'est aussi des expérimentations. Et ces expérimentations, elles sont de plusieurs ordres. On pense notamment à l'expérimentation qui consiste à mettre en place dans les villes des systèmes avec des véhicules électriques, qui peuvent être aussi des vélos électriques, de la cyclo-logistique, et qui déterminent en fait pour les commerçants la possibilité d'aller livrer de façon partagée avec ces véhicules. Plutôt que d'avoir chacun son véhicule, on peut partager les véhicules électriques. Et puis c'est aussi un élément que nous avons testé il y a maintenant plusieurs années sur une grande collectivité de plus de 100 000 habitants. C'est la mise en place d'aires de livraison qui existent partout, mais c'est la possibilité de les faire partager. Les faire partager, c'est mettre dans le coup évidemment les commerçants, les artisans, c'est mettre aussi la police municipale, c'est mettre la possibilité d'avoir des caméras qui surveillent, non pas pour réprimander, mais pour faire que ces aires de livraison, on puisse les libérer au plus vite pour qu'elles soient utilisées par d'autres. Ainsi, lorsque vous savez que l'aire de livraison concernée par votre livreur est libre ou n'est pas libre, vous réorientez les livreurs avec des applications, avec différents éléments qui permettent en fait, de faire des économies sur le nombre de kilomètres parcourus et donc sur l'impact carbone. Ainsi, ce sont différents éléments qui permettent de façon très pratique, on est passé de la théorie à la pratique, de limiter l'impact carbone. Donc ça, ce sont des expérimentations qu'on peut partager avec différentes entreprises. Évidemment, sur la métropole, quand on a cette masse de personnes et cette masse de consommation, parce que l'aire de consommation, c'est celle qui génère la logistique, eh bien, on peut petit à petit mettre en place, dans le cadre du pacte logistique métropolitain, différents axes
qui très concrètement vont toucher en fait tout le monde, y compris le report modal d'ailleurs, très clairement, vers le fleuve, puisque nous avons cette chance d'avoir un fleuve qui soit navigable, qui est la Seine, qui va du Havre à Paris et même au-delà, et qui permet de faire du report modal de la partie camion vers le fluvial et de réaliser une économie en termes de carbone qui est vraiment très importante. Donc vous voulez quelques exemples, donc je vous ai simplement diffusé. Évidemment, nous avons une myriade avec tous les collaborateurs qui sont ici, que je remercie pour leur travail, eh bien, de réaliser cette relation permanente dans le cadre du pacte logistique métropolitain avec tous les acteurs et tous les acteurs de la logistique. Pour justement terminer sur votre question, nous avons eu la charge, et j'ai présidé, des groupes de travail pendant 1 an et demi avant les Jeux Olympiques pour pouvoir préparer la logistique du quotidien pendant les Jeux Olympiques, puisqu'on sait très bien qu'il y avait des aires de livraison qui n'existaient plus, incapacité totale à pouvoir faire. Eh bien, nous avons mis en place suffisamment d'outils extrêmement rigoureux et éligibles à tous les acteurs de la logistique pour que tous les habitants de la métropole puissent être éligibles à cette livraison, à être abreuvés, à être nourris, simplement être livrés, y compris pendant les Jeux Olympiques. Et ça fait partie de l'héritage des Jeux Olympiques. Et cet héritage, aujourd'hui, on est en train de le mettre en place pour justement appuyer la politique de décarbonation. Voilà. Merci, Monsieur Genestier. J'imagine que, en fait, on a travaillé dans quelques projets que vous avez mentionnés. Et c'est à travers ces expérimentations qu'on arrive à voir vraiment qu'est-ce qui marche, mais aussi très important, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Parfois, c'est juste les acteurs qu'on a mis ou pas dans les projets, c'est la réglementation qui manque pour incentiver les acteurs, ou c'est un incentive différent pour motiver. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on arrive vraiment à implémenter quelque chose qui marche et qui marche pour tous. Donc si on l'a fait, c'est grâce à vous. J'ai oublié de le préciser, mais vous l'avez dit. Donc voilà, vraiment, enfin, on est ravis de pouvoir travailler avec vous dans l'ensemble de ces éléments qui sont finalement des éléments qui vont permettre, encore une fois, d'apporter à la métropole du Grand Paris et puis sur toutes les conurbations dans lesquelles vous travaillez. Parfait, on est d'accord et c'est pour cela qu'on travaille, c'est pour cela qu'on a été créé. Et alors, écoutons plutôt le point de vue du secteur privé. On va voir toutes ces politiques qui vont commencer à être implémentées dans les années qui viennent en Europe, de plus en plus. Comme j'avais dit, pour le faire, la ville avait besoin de support, de solutions qui viennent du secteur privé. Certaines solutions existent, d'autres n'existaient pas. Ils n'ont pas été testés pour savoir si ça marche ou pas. Donc, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent pour le secteur privé pour aider les villes. Aider soit avec des solutions, soit tout simplement à recueillir des données pour prendre des décisions informées. Parce que parfois, avant de trouver une solution pour la problématique de logistique, il faut comprendre d'abord comment sont les flux logistiques, qui parfois, ce n'est pas évident. Et pas toutes les villes ont ce type d'informations. Donc, comment est-ce que le secteur privé peut aider? Comment est-ce que le secteur public peut s'appuyer sur vous? Merci beaucoup, Maria. Merci à tous d'être là. Nous, on est très heureux d'être là, au nom de Capgemini. Et je pense qu'une grande partie de l'équation vient d'être dite. Madame Sturzer, Monsieur Genestier ont clairement expliqué qu'aujourd'hui, les institutions sont là pour être le chef d'orchestre. Nous, notre objectif, c'est de passer de la réflexion politique avec cette volonté pragmatique en se disant comment ça se constitue sur le terrain. Et du coup, on investit énormément, que ce soit en recherche ou en termes de réflexion, en termes de projection. C'est quoi la logistique de demain? C'est quoi les transports de demain? Et notre logique, elle est d'être pragmatique. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment être le lien entre cette notion institutionnelle, parce que l'État peut avoir une réglementation, peut décider un certain nombre de choses, et nous, de notre côté, on va essayer aussi d'amener une logique, celle du consommateur ou du voyageur. Typiquement, Capgemini, aujourd'hui, investit énormément sur le transport des voyageurs, et je vais vous expliquer comment, sur plusieurs aspects, mais d'abord en partant d'un constat. Le constat numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, l'habitant ou le voyageur, ce sont des gens pragmatiques. C'est-à-dire ce sont des gens qui font des choix sur des données qui sont rationnelles. Et on en a conclu une chose, en tous les cas, moi ça fait 20 ans que je travaille dans les transports de voyageurs, en gérant du métro ou du ferroviaire. Pour moi, il y a une chose très simple.
sans parler de la sécurité évidemment, mais un voyageur va toujours réfléchir le matin avant de quitter son appartement en prenant en compte 3 éléments. La première des choses, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des transports qui soient fréquents. Si vous êtes dans un endroit où vous avez 4 trains par jour, eh ben vous allez le pas prendre. La deuxième des choses, c'est la vitesse commerciale. Donc comment on fait en sorte qu'un transport puisse avoir une vitesse commerciale qui soit plus appropriée, plus dense, plus efficace, parce que forcément, il y a une logique de concurrence. Nous, notre souhait, c'est que dans les zones denses, les gens abandonnent la voiture. Pour abandonner la voiture, il faut être concurrentiel. Et la troisième des choses, c'est que les transports doivent être confortables et supprimer les irritants. C'est pour ça que dans notre réflexion aujourd'hui, on travaille énormément sur 2 axes. Le premier des axes, c'est que sans infrastructure, il n'y a pas ni de transport ni de mobilité. Donc comment faire en sorte que l'infrastructure soit adaptée avec la répartition? Il y a déjà des réflexions d'urbanisme, mais ce n'est pas notre domaine. Nous, notre rôle, c'est comment faire en sorte justement de créer cette fréquence, justement de permettre de créer cette efficacité. Donc comment la digitalisation aujourd'hui va permettre à la fois de remonter de l'information pour avoir le bon flux, parce qu'il ne faut pas oublier que les transports en règle générale, c'est aussi du flux, c'est de la bande passante. Il faut maximiser cette bande passante. Pour donner un exemple, aujourd'hui, on travaille énormément sur la signalisation des métros, du ferroviaire, pour augmenter cette bande passante, parce que plus on augmente cette bande passante, plus on offre aux voyageurs de la capacité, de la souplesse par rapport à ça. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que réussir à remonter cette donnée, faire en sorte de mettre en place des systèmes qui augmentent la fréquence, qui augmentent cette capacité à générer, vont être aussi les premiers leviers qui vont faire en sorte qu'on va avoir une bande passante la plus large. Donc sur l'infrastructure, on travaille aussi sur l'efficience. Comment améliorer cette efficience, comment remonter, parce qu'il ne faut pas oublier quand on parle d'infrastructure, si on parle beaucoup de maintenance, on parle de panne, on parle de choses qui sont pragmatiques, il faut être en capacité d'améliorer le quotidien du voyageur. Pour l'améliorer, il y a toujours une bataille de l'opérateur, c'est que si j'ai un incident, comment je fais en sorte pour revenir le plus rapidement possible à la situation nominale. Donc plus je suis en capacité de dire aux équipes en charge de la maintenance que j'ai un souci, plus je vais travailler vers ça et je vais remonter. L'infrastructure est un sujet, et le deuxième sujet pour nous, c'est que même si demain vous avez de la fréquence de train et vous avez la qualité de service, si vous n'avez pas un système, par exemple, de billettique qui soit efficace, eh ben les voyageurs ils vont pas venir. Si acheter un billet, c'est le parcours du combattant, eh ben les voyageurs vont pas venir. Donc aujourd'hui, on travaille en essayant d'imaginer potentiellement dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est quoi cette capacité de billettique. On a des croyances aujourd'hui, par exemple, la logique de l'open payment. On pense que l'open payment, arriver avec sa carte bleue, parce que c'est le geste le plus simple, c'est on n'a pas besoin d'aller retirer de l'argent dans un guichet, on n'a pas besoin de pouvoir courir pour avoir un ticket à tel prix ou tel prix. Donc c'est comment simplifier. Donc vraiment pour être, et je pense, ça a été dit, il faut avoir les bonnes applications au bon moment qui soient par rapport à l'usage, par rapport à cet élément. Donc on travaille toujours ces 2 leviers en n'oubliant pas que évidemment le transport c'est aussi de la mobilité, des trains, du métro. L'infrastructure de demain doit être l'infrastructure qui doit maximiser les ressources au service du voyageur, mais en prenant la capacité de donner le bon transport au bon endroit. C'est-à-dire dans une zone dense, il faut beaucoup de transport à forte densité. Dans les zones à faible densité, il faut trouver les voitures ou peut-être d'autres usages par rapport à la voiture. Le covoiturage, aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui créent des systèmes de transport en public à travers la voiture personnelle. Ça peut être des choix, mais c'est toujours appuyé sur de la digitalisation. Et la deuxième, c'est comment faire en sorte que le matin, quand on se réveille, on se dise que le parcours le plus simple, c'est le parcours du transport, parce que le transport sera toujours plus efficace. Merci. Là, pour aller à l'aéroport, je suis ravie de voir qu'il y a le métro qui arrive jusqu'à Orly et ça change la vie. C'est plus pratique que la voiture dans tous les cas. C'est ça. C'est ça qu'on dit. Parfait. Alors, pour les 5 minutes qui nous restent, un petit tour de table pour une dernière question. Au début, on disait qu'avec la réduction d'externalités, les épargnes que nous pouvons avoir avec les externalités, les retours sur l'investissement de toutes ces politiques d'ici 2050 peut être positif, 1,5 fois positif. Mais bien sûr, il faut des leviers pour y arriver. Monsieur Draghi le dit dans son rapport, oui, on doit continuer le chemin vers la décarbonation, mais il faut rester compétitif. Sinon, on ne va pas survivre. Donc, 1 ou 2 mots de chacun, et selon vous, quels sont les leviers pour y arriver, Monsieur Genestier? Moi, je pense que pour y arriver,
il faut que les populations, quel que soit leur métier, sachent quel est l'objectif. Qu'on soit sur des mots de décarbonation, par exemple, c'est compris par les initiés, mais ce n'est pas compris par la population. Et donc fixer des politiques publiques, c'est le rôle de l'État, mais c'est aussi le rôle, par exemple, de la métropole du Grand Paris, c'est de pouvoir dire là où on veut arriver, avec quels moyens mis à disposition et quelle structuration en fait, de la politique qui va permettre d'assurer les leviers. C'est ça le sujet. Donc on voit bien que sur certaines politiques publiques, il y a quelques hésitations et donc les investissements n'arrivent plus. Donc les investissements n'arriveront que si la politique publique est fixée. Elle est fixée au niveau européen. Elle ne l'est pas forcément très précisément au niveau national, parce que, et c'est normal, il peut y avoir, en fonction des années, des décennies, des gouvernements, des positionnements différents. Et je pense qu'elle est en train d'être fixée par les collectivités locales. Donc assurer cela, ça c'est important. Et une fois que c'est fait, le levier, c'est d'avoir des applications numériques qui permettent d'aller plus vite, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, d'aller plus vite pour chacun, que ce soit facile d'accès. Je pense encore une fois aux commerçants et aux artisans. J'ai vraiment ce tropisme très particulier parce que c'est eux qui font vivre en fait une grande partie de nos conurbations. Eux, il faut leur faciliter la vie. Et leur faciliter la vie, c'est-à-dire leur dire là, vous allez pouvoir obtenir des subventions pour modifier, changer, acheter de nouveaux véhicules qui sont beaucoup plus vertueux. Eh bien, c'est pas avoir une série d'outils administratifs différents qui vont faire qu'ils dès la deuxième démarche, ils vont être perdus. Donc c'est leur faciliter la vie et pour faire qu'ils puissent passer ce cap. Mais ils ne le feront que si les politiques publiques, effectivement, sont parfaitement définies. Et donc il nous faut, en attendant, faire toutes les études nécessaires. Je vous donne un exemple. On a fait une étude auprès des commerçants, des artisans, sur plus de 4000 personnes. Et on s'est dit, mais est-ce que ces personnes-là, s'ils passent à l'électrique, ils vont charger leurs véhicules futurs chez eux ou sur la voie publique? C'est super important puisque en fait ça détermine une politique publique. Donc la réponse est que plus de 50%, environ 60% disent on ira sur le domaine public. Donc ça veut dire que si ça se concrétise, eh bien on ne sera pas prêt au niveau public avec le nombre de prises nécessaires. Donc les syndicats intercommunaux qui s'occupent de cela, à la métropole on s'en occupe aussi avec un programme qui s'appelle Métropolis. L'objectif du président c'est d'accélérer pour pouvoir être en passe de répondre à toutes les demandes quand les véhicules électriques de ces personnes, de ces acteurs économiques seront en place. Voilà, donc les leviers, c'est tout ce que je viens de vous décrire, en tout cas selon ce que je pense. Voilà. Merci, très valide. Merci, monsieur Genesti. Estelle ? Oui, alors en complément de ce que vient de dire mon collègue, je pense qu'effectivement, la mobilité urbaine durable se joue actuellement au niveau des collectivités, au niveau des agglomérations, des métropoles tout particulièrement. Et je pense qu'il est possible de déployer des solutions de mobilité urbaine durable à moindre frais. La condition, c'est d'établir un dialogue de qualité entre les collectivités qui achètent et les fournisseurs de solutions qui proposent des produits qui doivent être adaptés aux vrais besoins des collectivités. Voilà. Et donc, ce que nous souhaitons, notre travail, c'est de faire en sorte que nos lauréats Propulse aient la possibilité de faire tester sur des territoires leurs solutions. Et le IT Urban Mobility nous aide en finançant un projet européen, IO-Propel, où nous testons cela sur un certain nombre de solutions et la métropole du Grand Paris participe comme territoire pilote. Et je vous en remercie beaucoup. Merci Estelle. Pareil ? Maria, merci beaucoup. Je pense que je vais redire à peu près la même chose, mais aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur aussi de tester. Je pense sincèrement qu'on est dans un virage technologique qui va être formidable à partir du moment où on est prêt à le prendre et de comprendre que ça crée de la transformation, il ne faut pas en avoir peur. Et je pense qu'il faut aussi inviter de plus en plus les voyageurs à pouvoir trouver le bon équilibre et de changer. Quand je parle tout à l'heure de la notion de dire de la biéthique, aujourd'hui, toutes les régions, toutes les métropoles en France sont en train de transformer ça. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il n'y a pas un seul chemin, il y a plusieurs chemins. Il faut être à la pointe de l'innovation, quoi qu'il arrive, parce que l'innovation amènera d'autres solutions. Les deux seules choses qu'en général aujourd'hui sur lesquelles on insiste, c'est que dans la vision, dans la mise en place de la politique, il faut toujours aujourd'hui réfléchir interopérabilité.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place un système, si on n'anticipe pas l'avenir que ces systèmes doivent être connectés, ça ne marchera pas. Et ça, c'est une première bataille, on le voit sur la biéthique. Les systèmes qui ont été mis dans les années 2000 ne fonctionnent pas tous ensemble. Donc il faut déjà anticiper l'interopérabilité. Et je pense que l'État le fait déjà en disant il faut de l'open data, il faut de la connectivité. Deuxième sujet, c'est dès maintenant prendre une logique aussi plus globale autour de la cybersécurité. Parce que là, on parle de produits qui vont être de plus en plus digitaux, de produits qui vont être de plus en plus connectés. La cybersécurité, c'est un bout en bout. Et il faut créer aussi dès maintenant une vraie logique par rapport à cette logique de souveraineté et faire en sorte de préparer. À partir du moment où on a pris ces deux piliers, interopérabilité et cybersécurité, il faut que chacun, nous on le fait, je pense que l'État, les collectivités le font, il ne faut pas hésiter à innover parce que quoi qu'il arrive, le chemin est devant nous. Parfait, merci. On pourrait dire que c'est tester, éduquer, mettre tous les acteurs dans les processus et aussi s'assurer l'harmonisation de toutes les solutions qui sont derrière ces politiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous tous. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Apparemment non. Il n'y a pas de temps de questions, mais après on peut en parler si quelqu'un a une question. Merci.